Salut Christophe. Salut Julien. Bienvenue dans mon jardin. Il est beau ce jardin. Il est sympa, il est grand. J'ai voulu qu'on se rencontre un petit peu pour qu'on discute d'un sujet dont j'entends beaucoup parler, à savoir le végétarisme et le végétalisme. Donc l'objectif de cette vidéo, je pense qu'on va essayer, en échangeant sur nos expériences respectives qui sont très différentes, on va essayer de se poser les questions, à savoir est-ce que le végétarisme est déjà, on va dire, dans la nature de l'homme, est-ce que l'être humain est à la base un végétarien, quel est l'impact sur la performance, quel est l'impact sur la santé, et puis qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de ça, c'est-à-dire si l'homme n'est pas végétarien, comment faire pour avoir un régime végétarien le plus optimum pour la santé et tout ça. Ça me paraît super. Alors la première question que je me posais, c'était évidemment de savoir si est-ce que tu es végétarien? Alors oui et non. Alors oui parce que déjà pour plusieurs raisons, je pense que comme je l'explique ces dernières années dans mes différents livres et notamment dans CTS Nutrition, je pense qu'il est vachement important de consommer beaucoup plus de fruits, de légumes, etc. Et en allant jusqu'au bout de ce concept, j'ai justement essayé d'intégrer soit des semaines végétariennes dans ma façon de m'alimenter, soit carrément des journées, donc une ou deux journées par semaine, où j'essaie de ne me nourrir qu'avec des plantes. Donc voilà, essentiellement beaucoup des épinards, de chou-fleur, kale, enfin des fruits, légumes, etc. Et non, je ne peux pas dire que je suis végétarien ou végétalien, puisque ce n'est pas la majorité en fait de mon alimentation. Alors pourquoi est-ce que tu fais des journées uniquement végétales? Déjà lorsque je sens principalement que mon corps a une tendance à être trop acide, soit parce que j'augmente trop mes charges d'entraînement, soit éventuellement parce que les rations de protéines que je consomme, viande, etc., sont trop importantes. Peut-être est-ce que c'est la maturité, les différentes lectures, notamment tes propres livres, etc., font que j'ai une envie de tester un petit peu et de ressentir ce que justement de nombreux internautes, de nombreuses personnes évoquent comme un régime de bonne santé, etc. Voilà. D'accord. Et au niveau des athlètes, des personnes avec qui tu as travaillé ou tu travailles, est-ce que tu as, on va dire, des retours sur la performance? Est-ce que les végétariens te semblent plus performants, moins performants? Qu'est-ce que tu peux dire dans la pratique par rapport à ça en fait? Est-ce que tu constates? Moi, ce n'est encore une fois que mon vécu. Moi, j'ai pas rencontré d'athlètes végétariens au sens où il y en a de plus en plus qui se proclament, notamment sur Internet, etc. J'ai jamais rencontré en fait d'athlètes de très haut niveau végétariens. Donc, rétrospectivement, pour les internautes qui ne me connaissent pas, moi j'ai été 5 fois champion du monde de karaté. J'estime avoir une certaine expérience du haut niveau. J'ai surtout rencontré beaucoup de sportifs de haut niveau. Être sportif de haut niveau, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, loin de là, parce que généralement les sportifs de haut niveau, ce sont ceux qui font le plus de conneries, soit en matière d'alimentation, soit en matière d'entraînement. Voilà. Mais concrètement, voilà, j'ai pas rencontré aujourd'hui véritablement d'athlètes végétariens. Donc je serais heureux de les rencontrer en chair et en os si d'aventure la vie nous mettait sur les mêmes chemins. Par contre, j'ai souvent rencontré des végétariens ou des végétaliens qui, selon mes fondamentaux, ma vision en fait de ce qu'est la santé humaine, n'était pas pour moi en bonne santé ou dans une santé optimale. Voilà. D'accord, je pense qu'il faut quand même qu'on précise tout de suite qu'on n'est pas spécialement anti-végétarien, anti-végétalien. Je vous aime, végétarien et végétalien, je vous aime. À fond. On va le voir, je pense, dans la suite de notre discussion, qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas noir-blanc et qui méritent, à mon avis, une réflexion. La problématique aussi, à mon avis, du végétarisme ou du végétalisme aujourd'hui, c'est qu'on confond une approche santé avec une approche éthique. Et c'est pas la même chose. Complètement. Et ça, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Oui, on va essayer d'en reparler, mais c'est vrai que c'est important. Là, nous, dont on parle, c'est exclusivement l'aspect santé, l'aspect éthique. On va peut-être en parler un petit peu, mais c'est quelque chose qui est distinct quand même. Ouais. Voilà.
Mais bon, effectivement, ça amène à des réflexions, ça c'est sûr. Et alors, du coup, moi, Julien, j'ai une question de bon sens, puisque moi, je suis un peu le gars très pratique qui a expérimenté des choses, et lui, c'est le scientifique qui connaît tout de tout. Je ne sais pas où est-ce qu'il va stocker ça dans sa mémoire. Bref, donc, pour toi, est-ce que le végétarisme est une bonne façon de s'alimenter? Est-ce que c'est une alimentation optimale? Et surtout, que penses-tu du rapport Campbell? Peut-être définir ce qu'est le rapport Campbell. Ouais, le rapport Campbell, donc le rapport Campbell, c'est un livre en fait, écrit par le professeur Colin Campbell, donc un Américain, un médecin. Donc le livre est sorti aux États-Unis sous le nom The China Study, donc l'étude chinoise. Donc c'est une étude qui a été faite dans les années, je ne sais plus exactement. Tu vois, je stoppe pas tout dans la mémoire. Il manque d'oméga 3, les amis. Et dans laquelle en fait il a suivi l'évolution de l'état de santé d'un bon nombre de paysans chinois en fait, et il a observé donc d'après dans ses statistiques qu'il y avait plus de cancers et de maladies dégénératives chez les paysans qui consommaient plutôt de la viande, des produits carnés, du poisson, etc. Et donc il en a conclu que l'alimentation idéale pour l'être humain c'était une alimentation végétalienne et pas végétarienne. D'accord. Lui est un végétalien convaincu, ce qui effectivement quand même laisse un petit peu à désirer au niveau de son impartialité. Bien sûr. Mais bon, je pense que ce qui est le plus important en fait c'est une étude qui est importante parce que c'est un livre qui est très populaire dans le milieu végétarien et végétalien comme étant la preuve ultime qu'il faille de toute façon se tourner vers le végétarien et le végétalisme. Alors ça pourrait être intéressant. Le problème de cette étude, c'est qu'elle n'a pas été publiée dans une revue médicale à comité de lecture, c'est-à-dire que dans le milieu scientifique, on a des journaux médicaux dans lesquels il y a un comité éditorial qui est fait d'un panel d'experts, une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de chercheurs, en général qui ont énormément d'expérience, qui ont connu la pratique et puis qui ont publié beaucoup d'études et qui ont donc un regard extrêmement profond, extrêmement lointain sur les nouvelles études. Et eux, ils passent en revue les papiers qu'on leur donne avant d'accepter ou non la publication de cette étude. Donc il y a des revues très célèbres, par exemple The Lancet, une revue médicale, dans laquelle on a presque toujours des papiers d'une très grande qualité. C'est un très grand journal parce qu'il y a un excellent comité éditorial, etc. Et donc le professeur Colin Campbell, lui, il a choisi de ne pas du tout soumettre ces données à un comité éditorial. Donc il y a une problématique par rapport à ça. Lui, ce qu'il a préféré, c'est faire un livre grand public pour peut-être toucher plus de gens dans le grand public. Mais au niveau de la rigueur de son étude, d'après les statisticiens et les experts qui ont examiné les choses, ça pêche quand même pour beaucoup de choses. Moi, j'ai fait quelques recherches et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'éléments problématiques. Par exemple, il explique que ceux qui mangent le plus de viande ont le plus de cancers. Et quand on regarde les registres nationaux de la Chine elle-même, ils disent le contraire, par exemple. Et puis, Colin Campbell, ce qui est évidemment... les partisans du livre n'en parlent pas trop, mais il y a des interviews de Colin Campbell dans lesquelles il explique que de toute façon, son étude était ce qu'on appelle une étude d'observation, dans laquelle on a essayé de mettre en relation des éléments, mais qui ne prouvent pas le lien de causalité. Et donc lui-même reconnaissait que son étude ne prouvait rien en fait, parce qu'il n'y avait pas la puissance d'une étude d'intervention. C'est-à-dire que si on observait par exemple les Chinois et on regardait quel Chinois avait un chien, on pouvait peut-être trouver que ceux qui avaient un chien avaient plus de cancer. Est-ce que ça veut dire que les chiens donnent le cancer? Non, pas forcément. C'est ça la problématique de l'effet de cause à effet. Donc pour moi, ce livre, il a vraiment pas une grande valeur, parce qu'en plus, il existe des études scientifiques qui ont été publiées dans des journaux à côté de lecture sur le thème de l'alimentation végétarienne. Donc pourquoi ne pas utiliser ces choses-là qui sont plus scientifiquement vérifiées, la question, c'est est-ce que justement les études qui ont été publiées avec comité de lecture, est-ce qu'elles justement elles vont dans le sens qu'une alimentation végétalienne ou végétarienne serait meilleure pour la santé? Voilà. Alors c'est marrant parce que récemment, je ne sais pas si tu as vu ça Christophe passer sur internet, mais il y avait, récemment, quelques semaines ou mois, une actu sur un site français journalistique classique, tu sais, où ils ne font pas grands efforts de rédaction et de recherche. Et ils avaient écrit donc une étude montrait que les végétariens étaient en moins bonne santé que les omnivores. Et en fait, c'était simplement une étude dans laquelle les chercheurs avaient appelé des gens. Vous êtes omnivore, vous êtes végétarien? Oui, alors quel est votre état de santé? Ok, je coche une case. Donc, conclusion, les végétariens sont en mauvaise santé. C'était absolument une étude sans aucune valeur, par exemple, du même type. Une caricature. Une caricature, tout à fait, donc aucun intérêt. Par contre, dans les études beaucoup plus sérieuses, il y en a beaucoup. Alors, il y en a une dont j'ai oublié le nom, mais qui est
en fait une analyse de 5 grandes études qui ont été faites sur des populations végétariennes dans lesquelles on avait comparé les végétariens et les omnivores. Donc toujours des études d'observation. Et quand on a un panel très important de gens et que par des moyens statistiques on arrive à éliminer ce qu'on appelle les facteurs confondants, comme par exemple l'histoire du chien, on se rend compte que c'est un truc qui n'a rien à voir, donc on l'écarte du raisonnement. Eh bien cette étude-là, elle porte au total sur plus de 80 000 végétariens, donc c'est quand même un très gros panel, je ne crois pas qu'il y ait plus gros à l'heure actuelle. Et cette étude-là, elle montrait que les végétariens avaient tendance à avoir moins de maladies cardiovasculaires que les omnivores. Par contre, en ce qui concernait les cancers, il n'y avait absolument aucune différence entre végétariens, végétaliens ou omnivores. Donc ça c'est intéressant parce que ça va complètement à l'encontre de ce que dit Campbell, au moins sur le cancer. Sur la mortalité cardiovasculaire, ça va dans le sens de Campbell. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et pour ça, on a aussi une autre étude allemande qui a été faite sur plus de 30 ou 40 000 participants et qui concluait aussi quelque chose qui revient très souvent dans les analyses sur les études des végétariens, à savoir que les végétariens sont naturellement des personnes qui ont tendance à moins fumer, moins boire, faire plus de sport, être plus attentifs à leur alimentation. Et tous ces éléments font qu'ils font de meilleurs choix. Et donc forcément, ils ont un impact sur la santé qui peut à lui seul en fait expliquer les bénéfices au niveau cardiovasculaire. C'est aussi des gens qui consomment mécaniquement plus de végétaux puisqu'ils mangent moins de viande et de poisson. Et on sait que les végétaux sont protecteurs pour la santé cardiovasculaire. Donc ce que montrent en tout cas ces études, c'est que a priori il n'y a pas forcément de miracle de l'alimentation végétarienne. D'accord. Alors moi ce qui me vient à l'esprit là immédiatement, bon comme tu le sais, moi dans CTS Nutrition j'ai une approche qui tend vers l'alimentation paléo, qui essentiellement se compose, pour ceux qui ne la connaissent pas, de viande, poisson, œufs. T'es un carnivore? Oui, absolument. Et de beaucoup en fait de végétaux, donc voilà, et de bonnes graisses, avec relativement peu de glucides à l'intérieur. Je sais également que tu as un livre qui sort sur le sujet. Ouais. Donc moi aujourd'hui, ce que j'aimerais en fait te poser comme question, c'est à la lumière des recherches que tu as faites pour justement éditer ton livre sur le paléo. Est-ce qu'on peut dire que l'alimentation paléo, qui est une alimentation qui est quand même riche en protéines d'ordre animal, est meilleure pour la santé, équivalente pour la santé au niveau que l'alimentation végétarienne ou végétalienne? Comment toi quelle est la conclusion finalement de tes recherches pour ce livre, quoi? En fait, ce qui est intéressant quand on parle d'alimentation végétarienne, et notamment des études sur l'alimentation végétarienne, c'est que ces études, elles ont un gros problème, c'est qu'elles ne s'intéressent qu'à 2 événements en fait, les cancers et les maladies cardiaques. Ouais. Pourquoi ils s'intéressent à ces événements? Parce qu'on sait que c'est des événements qui impactent l'espérance de vie. Tu sais, aujourd'hui, quand on mesure la santé des gens, on dit toujours l'espérance de vie, c'est combien de temps vous allez vivre, c'est ça qui est important. En réalité, non, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'espérance de vie sans incapacité, qui est une autre mesure, qui mesure en fait le temps d'années pendant lesquels on est en bonne santé, sans incapacité. C'est-à-dire que moi j'appelle la qualité de vie. Exactement, la qualité de vie. Et la qualité de vie, on sait pas en France qu'elle baisse depuis 2006, malgré que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Donc en gros, on vit plus longtemps, mais de moins en moins en bonne santé. Ah, exactement. C'est ça. Moi ça m'intéresse pas perso. Non, moi non plus. Mais donc du coup on peut se poser la question, est-ce que ces études sur le végétarien nous disent tout sur la santé ou est-ce qu'elles ne nous disent pas tout? Et moi j'ai fait des recherches pour essayer de trouver des études dans lesquelles on avait regardé un peu l'état de santé des végétariens, mais sur d'autres maladies pas forcément mortelles, ou alors dégénératives par exemple, mais qui ne tuent pas. Typiquement les maladies auto-immunitaires, qui sont graves, qui ont vraiment un impact sur la qualité de vie, etc. Mais qui, grâce au traitement, nous donnent une espérance de vie à peu près équivalente à quelqu'un de bien portant, avec une qualité de vie significativement dégradée. Et puis il y a aussi d'autres pathologies beaucoup plus simples, comme la cataracte, la dégénérescence maculaire, qui sont des choses qui ne tuent pas. Devenir aveugle, ça ne tue personne, mais c'est quand même plutôt gênant, moi, personnellement. Alors pour la DMLA, la cataracte, j'ai pas trouvé d'éléments. Par contre, pour les maladies auto-immunes, j'ai trouvé une étude dans laquelle il montrait effectivement une augmentation de la prévalence des maladies auto-immunitaires chez les végétariens et les végétaliens. Il faut savoir qu'en fait, ça n'est pas très très curieux. Toi-même qui as lu mon livre Gluten, comment le gluten nous intoxique, tu sais que
les maladies auto-immunes ont un début qui se passe au niveau de l'intestin. Absolument. Et certaines céréales, et en particulier le blé, facilitent fortement l'apparition des maladies auto-immunes. Et donc comme les végétariens ont tendance à manger beaucoup plus de céréales que les omnivores, ce qui compense, hein, c'est leur source de protéines aussi et de calories, et bah du coup ils sont exposés à un plus grand risque. Donc déjà, premier conseil, si vous êtes végétarien, diminuer la consommation de gluten, voire supprimer la consommation de gluten. Ça demande encore plus de réflexion, mais c'est vrai que là, pour le coup, au niveau de la santé, ça a un impact important. Ensuite, le deuxième point, c'est la question viande-poisson. Est-ce que ça c'est nécessaire? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est pas mauvais? Et là, c'est très intéressant parce que dans cette étude dont je te parlais, là, sur plus de 80 000 personnes, il y a des détails en fait entre les différents types de végétarisme. C'est-à-dire qu'ils ont évalué la mortalité cardiovasculaire en fonction qu'on soit omnivore, ovo-lacto-végétarien, c'est-à-dire on mange des œufs, des produits laitiers, pesco-végétarien, on mange du poisson, végétalien, et puis je crois que c'était à peu près tout. Et ce qui ressortait, c'était que c'était uniquement les gens qui mangeaient beaucoup de viande qui avaient plus de maladies cardiaques. Ceux qui mangeaient du poisson, mais qui n'étaient pas donc végétariens, n'avaient pas plus de maladies cardiaques. Ils avaient autant de maladies cardiaques que les végétariens. Donc ça voudrait dire que c'est la viande qui pose un problème. Donc déjà, on va encore à l'encontre de l'hypothèse de Campbell qui était que c'était les protéines animales qui étaient problématiques. Et là, non. Apparemment, les œufs ne sont pas problématiques, le poisson n'est pas problématique. Et alors donc du coup, est-ce qu'à l'intérieur, pour essayer de tirer des recommandations un petit peu à l'emporte-pièce de ce qu'on est en train de dire, on peut faire un distinguo entre par exemple les gibiers, les viandes on va dire comme le bœuf, la volaille, est-ce qu'elles ont, d'après tes études ou les lectures que tu as pu avoir, le même impact en fait sur la santé, où on sait par exemple que les volailles ou les viandes moins grasses impactent moins en fait la santé que des viandes plus grasses? Alors ça n'est pas analysé dans ces études. En fait, la raison pour laquelle la viande spécifiquement serait mauvaise n'est absolument pas recherchée actuellement. Personne ne sait pourquoi spécifiquement la viande ne serait mauvaise. Par contre, comme on le voit dans mon livre sur le paléo, on sait qu'il y a un petit problème avec la logique évolutionniste par rapport à ce qu'on constate. Le plus probable en fait, c'est que, à mon avis c'est même certain, mais bon, pour l'instant ça reste une hypothèse que j'avance, c'est que les viandes en fait qu'on consomme sont issues d'élevage industriel pour la plupart, et maintenant l'élevage industriel c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Hein. Et donc du coup, effectivement, ces viandes-là ont une composition en graisse qui est très différente de celle d'animaux sauvages. Et ces graisses-là sont plus riches en acides gras oméga 6, pro-inflammatoires, notamment acide arachidonique, qui découle de l'alimentation des animaux, au fait qu'ils ne font pas de sport. C'est des animaux qui sont un peu malades. Hein. Et donc voilà. Et les poissons, eux, c'est pas encore le cas, parce que la plupart des poissons, jusqu'à récemment, étaient pêchés. Et donc ils avaient une activité physique, ils mangeaient correctement, etc. Maintenant c'est en train de changer, on a la pisciculture qui se développe de manière considérable, on a même autorisé les farines animales pour nourrir les poissons, donc on va pouvoir donner du porc en poudre au saumon de Norvège, donc imaginez un petit peu la catastrophe que ça va être. Je pense personnellement que les études futures sur les végétariens vont montrer une tendance à ce que même chez ceux qui mangent du poisson, la mortalité augmente par rapport à ceux qui sont végétariens. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a vraiment un problème sur la qualité des produits animaux à l'heure actuelle. Et donc ça, il faut réagir par rapport à ça. Moi j'ai envie qualité de dire, qui est aussi liée peut-être à la surconsommation qu'on fait de produits animaux et qui finalement rejoindra peut-être la question d'éthique qu'on abordera tout à l'heure. Mais on peut l'aborder tout de suite si tu veux, parce que tu parles de surconsommation. Ouais. Et moi, effectivement, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je me suis dit, bon, effectivement, la problématique de l'élevage intensif, c'est qu'on mange trop de viande. Donc si on mange trop de viande, il faut arrêter d'en manger autant, et donc on arrêtera de faire des élevages intensifs et la viande redevra de qualité et tout ira mieux. Et en fait pas du tout. Alors, pourquoi pas du tout? C'est parce que j'ai trouvé des études avec les statistiques de la consommation de viande partout à travers le monde. Et en fait ce qu'on constate, c'est que la consommation de viande à l'échelle globale augmente, mais en fait elle augmente principalement en Afrique et en Asie. En France, elle est stable depuis presque un siècle. C'est-à-dire que par habitant, on ne mange pas plus de viande qu'avant. D'accord. Donc, et pourtant, l'élevage intensif, c'est de pire en pire pour les animaux. Il y a un siècle, c'était pas du tout comme maintenant. Donc ça veut dire que la problématique, c'est pas uniquement une question de surconsommation par rapport au nombre d'habitants. On peut interpréter ça de deux manières. C'est soit une problématique de surpopulation mondiale, surpopulation humaine, qui entraîne cette agriculture délirante.
Et tout simplement aussi l'autre versant, peut-être même les deux d'ailleurs, c'est l'intérêt du profit, de produire plus pour certains agriculteurs, donc pour augmenter leur marge, etc. Ou même essayer de s'en sortir, parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Et donc du coup on arrive à des aberrations. Donc voilà, mais je pense que c'est important aussi de comprendre que la problématique de la surconsommation n'est pas vraiment chez nous, c'est quelque chose qui vient des pays émergents. Ça veut dire quelque part qu'en boycottant la viande, on change strictement rien en ce qui concerne le bien-être des animaux, puisqu'on parlait d'éthique. Moi je trouve ça important aussi, je suis vraiment concerné aussi par l'animal. L'animal c'est un être vivant, comme nous on est des animaux dotés de conscience, mais c'est exactement la même chose. Et si on veut changer les choses, je pense que c'est pas dans cette voie qu'on va y arriver, quoi. Parce que je veux dire, si demain 50% des Français arrêtaient de manger de la bidoche, eh ben, il y aurait 2 fois moins d'élevage, mais ce serait toujours des élevages intensifs dans lesquels les animaux sont traités de manière absolument intolérable, abattus n'importe comment, et je pense pas que ça changerait, quoi, en fait. Puisque la grande majorité en fait donc de la viande d'élevage aujourd'hui pour l'élevage intensif est à destination de pays comme la Chine, c'est ça hein, alors ça, l'Afrique. Je sais pas du tout. Okay. Au niveau des importations et des exportations pour les produits carnés, chez nous, je n'ai pas du tout de statistiques. Il me semble que j'avais lu le papier là-dessus, moi. Voilà. Ça pourrait expliquer aussi effectivement du coup, les conditions dans lesquelles on élève les animaux. Et donc dans ce cas, ça donnerait du crédit à la thèse de la surpopulation mondiale qui pourrait être en cause dans le truc. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles à aborder parce que ça touche au plus profond des gens. Si on leur dit maintenant il faut arrêter de faire des enfants parce que c'est pour la planète que c'est pas bon, on se dit bon, c'est compliqué, quoi. C'est des choses. Mais c'est pour ça que c'est enfin, je trouve que cette question du débat autour de manger de la viande ou du poisson ou pas, je pense que c'est un débat qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaie de faire sur Internet. Parce que comme tu viens de l'évoquer, on s'aperçoit en fait que c'est quelque chose qui doit intégrer de nombreux paramètres, notamment le fait qu'on est devenu trop nombreux, le fait qu'il y a de plus en plus de monde à nourrir, le fait que pour nourrir toutes ces personnes, il va falloir bien produire justement de l'alimentation, et que pour produire de l'alimentation, malheureusement, il faut peut-être qu'il y ait une alimentation qui soit moins qualitative. Et d'ailleurs, Christophe, tu peux toi-même expliquer la problématique si demain, en tout cas si encore plus d'entre nous devenons végétariens ou végétaliens et qu'on consommait plus de céréales. Tu as pu le voir dans mon livre ce qui s'est passé sur le blé, l'augmentation des rendements qui a donné naissance à ces blés qui sont des OGM. Et ça aussi c'est une réalité, c'est-à-dire que si demain on augmente encore la consommation de céréales, eh bien ils vont chercher, les agronomes vont chercher à essayer d'augmenter les rendements par hectare pour moins faire de déforestation, etc. Et donc je ne sais pas si pour la planète il y a une solution qui est meilleure que l'autre. Ce qu'on pense gagner d'un côté, finalement on le perd de l'autre. J'avais également lu, et je pense que tu as vu passer ça, il y a une profonde mutation, notamment chez les Américains, qui consomment de moins en moins de gluten, donc il y a une vraie révolution qui se fait aux États-Unis, et du coup qui se tournent vers des céréales alternatives comme le quinoa. Et le paradoxe, c'est que les États-Unis, tu me trompes si je me... Je me trompe si tu te voilà, trompes. tu me reprends si je me trompe. Les États-Unis donc importent du quinoa, notamment en Bolivie, et du coup le prix du quinoa à l'achat est devenu relativement exorbitant, tant bien que les propres Boliviens, dont c'est la nourriture de base, ne peuvent plus l'acheter. Exactement. Donc sous prétexte on doit manger moins de gluten, finalement on arrive à des problématiques où finalement on continue d'affamer d'autres populations. Donc c'est pour ça que je comprends tout à fait les problématiques éthiques liées à la consommation et la etc. Problème que ça peut poser à nombreux d'entre vous. Mais fondamentalement, je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus complexe que ça. Ça me rappelle également une réponse que j'avais donnée il y a très peu de temps à quelqu'un qui me posait la question justement. Et moi j'ai eu la chance de côtoyer différentes peuplades, on va dire, un peu séculaires, notamment tu vois des aborigènes, des gens comme ça. Et j'ai souvent discuté avec eux justement du rapport à l'aliment. Et chez eux en fait, très différent. C'est très différent parce qu'en fait, il n'y a pas de... Un animal est tué, mais il est tué uniquement
parce qu'il y a une nécessité, la nécessité qui est de manger. Donc aucun animal n'est tué de manière exagérée. Donc c'est vraiment pour la consommation. Et non seulement l'animal est tué, mais en plus tout est utilisé. C'est-à-dire les os sont utilisés, la peau est utilisée, etc. Les aborigènes ou même les Indiens d'Amérique du Nord faisaient des prières systématiquement avant la chasse, faisaient des prières après la chasse de façon à remercier en fait l'animal, la nature, etc. qui avait mis à disposition ça. Donc je pense que moi personnellement, c'est mon opinion aujourd'hui et elle n'engage que moi. Je pense qu'on peut consommer de la viande, du poisson, avec une certaine éthique et un certain respect de la vie qui a été prise afin de se nourrir. Mais, encore une fois, je respecte tout à fait les gens qui sont allés plus loin dans la démarche et qui, elles, préfèrent ne plus en consommer du tout. Voilà. C'est-à-dire que la problématique aussi, c'est que nous, quand on fait nos courses, on n'achète pas un animal, on achète de la viande. Absolument, on achète un bout de viande qui est empaqueté, et c'est très différent de la chasse où on tue l'animal, où on se rend compte de ce qu'on fait, on se rend compte de ce qui se passe, de l'acte. Voilà, l'acte est très très important. Et d'ailleurs, quelque part, enfin voilà. Mais ça me fait penser à une interview que j'ai faite justement pour mon livre sur le paléo. J'ai interviewé Marilène Patoumatis, qui est chercheure au CNRS, au laboratoire de paléontologie à Paris, et qui elle a vécu avec les Bushmen dans le désert de Kalahari pendant plusieurs mois, après sa thèse en fait. Et donc elle a étudié vraiment de près les aborigènes, et c'est exactement ce que tu racontes. Et donc eux, ils ont vraiment un rapport à l'animal qui est très différent de nous. Et aussi quelque chose qui, moi, personnellement, quand elle me l'a dit, j'avais absolument jamais pensé, et j'ai trouvé ça absolument marquant, c'est le fait que dans les grottes préhistoriques, ce qu'on peint les hommes, c'est des animaux. Ils n'ont peint que des animaux. Ils n'ont jamais peint un coucher de soleil, une plante ou je ne sais quoi, ils ont toujours dessiné des animaux. C'est dire le rapport qu'on a avec l'animal depuis la nuit des temps, et qui est un rapport très important. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que c'est important pour être heureux et puis aussi pour respecter l'environnement. Et donc c'est vrai qu'il faudrait que les choses changent au niveau de l'élevage, parce que non seulement on se rend malade, en plus on fait du mal aux animaux, et puis on va contre notre nature. Ouais, absolument. Moi j'aurais, parce que je trouve que finalement quand on en discute, je sais pas ce que tu en penses, mais on a l'impression que le problème est un peu insoluble. C'est ce que moi je t'ai dit tout à l'heure vis-à-vis de ce problème d'éthique qui n'est pas une question blanc ou noir pour moi. Je pense que c'est une question qui est beaucoup plus complexe. Moi personnellement, aujourd'hui j'ai pas de réponse. Encore une fois, je vois souvent des végétariens ou végétaliens qui sont en moins bonne santé que des gens qui peut-être consomment de la viande et du poisson, mais de manière raisonnée. C'est peut-être aussi parce que, on va peut-être en parler par la suite, mais disons qu'il y a des éléments à savoir quand on mange végétarien qui peuvent nous permettre... Disons qu'on ne peut pas faire n'importe quoi lorsqu'on a une telle alimentation. Et ce qui est intéressant aussi, par rapport à ce qu'on vient de se dire sur les... certaines peuplades un peu primitives ou restées primitives, c'est que toutes ces peuplades, elles suivent vachement en fait les saisons, et ça c'est quelque chose aussi qu'on a vachement oublié nous dans notre civilisation moderne, où il suffit d'aller 400 mètres plus bas de chez soi pour avoir de la nourriture à volonté. Dans la nature, des œufs on n'en trouvait pas de toute l'année, du gibier on n'en trouvait pas forcément toute l'année, en tout cas avec la même abondance. Des plantes on n'en trouvait pas toute l'année. C'était ce qui était le plus dur à trouver. Exactement. Les noix aussi, les oléagineux, c'était qu'à un certain moment de l'année. Donc c'est pareil, mais en fait c'est pour ça, c'est ce que m'expliquait Marilène Patoumatis. Bon, elle, quand je lui dis, bon, je sais pas si vous savez, il y a des gens qui pensent que l'homme n'a pas toujours mangé des produits animaux et qu'on était plutôt végétarien, végétalien. Elle me dit, mais ce serait comme de dire que la Terre est plate, quoi. C'est revenir 150 ans en arrière, parce que en fait, au niveau scientifique, ils ont des moyens techniques à l'heure actuelle qui permettent d'analyser les ossements, de mesurer l'azote et les éléments carbonés en fait qui ont été fixés dans l'os, et qui permettent de savoir ce qu'a mangé en fait un être humain globalement au cours de sa vie. Et ils savent notamment la proportion de protéines animales qu'il y avait dans la ration. Et l'homme paléo, et en particulier plus il était proche de nous, plus il a été carné en fait.
Parce que tout simplement, quand on s'est éloigné de l'équateur et qu'on est allé vers les endroits nordiques où le climat était beaucoup moins clément, c'est évident qu'en hiver, on ne suçait pas des cailloux, quoi, ou on ne mangeait pas des écorces, on chassait des animaux parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on est clairement adapté à une consommation de produits animaux assez importante. Ce qui explique que ces résultats des études sur les végétariens qui montreraient que les gens qui mangent beaucoup de viande ont plus de maladies cardiaques, à quelque chose d'étrange, parce que pendant effectivement des centaines de milliers d'années et des millions d'années, on a une alimentation qui était assez carnée. D'ailleurs, je veux bien faire une petite parenthèse, Christophe, parce que je peux voir parfois sur certains sites internet des diagrammes où il y aurait des experts qui auraient montré qu'effectivement le tube digestif de l'homme est le même que celui du singe, etc. Longueur d'intestin. Voilà, longueur d'intestin, de petit intestin, de gros intestin, dentition également. Moi j'ai fait des recherches là-dessus, bon, j'en ai parlé avec Marilène qui évidemment connaît son point de vue, mais j'ai fait des recherches ensuite dans des livres d'anatomie, de chimpanzés, etc. Et c'est vraiment pas du tout ce qu'il y a sur les sites. Alors évidemment on se doute que comme c'est des sites tendance crudivores ou végétaliens, ils prêchent pour leur paroisse, mais la réalité c'est pas du tout ça, donc j'en parle dans mon livre avec un dessin qui est censé apparaître si l'éditrice l'a bien validé. Mais en fait le singe a un tube digestif qui est, enfin le chimpanzé le plus proche de nous a un tube digestif qui est l'inverse de nous. C'est-à-dire que le singe il a un côlon de 6 mètres, un petit intestin de 1,5 m à peu près, et nous c'est l'inverse en fait. Et tout simplement parce que le singe, lui, il mange énormément de végétaux, il permet de faire monter tout ça pour en tirer de la capacité énergétique et pour pouvoir ensuite le métaboliser. Nous on a un système digestif qui est beaucoup plus court, et si on devait manger comme les singes, on passerait notre journée à manger, ce que font les singes effectivement, ils passent plus de 70% de leur temps à manger, parce que pour obtenir toutes ces calories, ils sont obligés de manger de très très grandes quantités. Et donc évidemment, ils ont une quantité de protéines qui est suffisante pour leur masse, parce qu'ils mangent énormément de végétaux. Les végétaux, il y a des protéines dedans. Et en plus, pour finir, il faut savoir que le chimpanzé est quand même un animal qui mange un petit peu de viande, en moyenne 100 grammes par jour, d'après les chercheurs là-dessus. Donc ça, on peut le retrouver aussi assez facilement, il y a pas mal de références par rapport à ça. Donc c'est intéressant de le comprendre. Ensuite, on va peut-être pas rentrer dans le détail au niveau des différences de dentition et tube digestif, mais bon, grosso merdo, ce qu'expliquent les chercheurs, c'est qu'avec l'invention du feu, en fait, on a fait un bond dans l'évolution, un bond à plusieurs échelles. Premièrement, on s'est retrouvé au niveau social, en fait, le feu était un monde après la chasse, on se retrouvait tous devant le feu, on partageait le repas, ça a favorisé les interactions, donc ça a développé aussi le cerveau en fait de l'être humain. On pense aussi que la cuisson a augmenté fortement la biodisponibilité calorique des aliments, c'est-à-dire que quand on cuit un aliment, en fait, il y a des études qui ont montré très précisément, même sur la viande, pas que sur les végétaux, que ça augmente les calories qui sont effectivement absorbées. Et puis ça raccourcit en fait le temps de digestion, ce qui explique que notre côlon est plus court, on n'a pas besoin de fermenter autant que des animaux comme les singes. Donc vraiment l'homme est une espèce à part entière par rapport à son alimentation, ce qui explique qu'on l'appelle omnivore, et c'est effectivement tout à fait justifié. Mais le fait qu'on soit des humains fait aussi qu'on peut aller un petit peu entre guillemets contre nature, et même en allant contre nature, il est possible de respecter son corps, c'est-à-dire d'avoir un végétarisme intelligent, même si à la base on n'est génétiquement pas végétarien, on peut devenir végétarien et ne pas mettre sa santé en danger. Donc on l'a vu, limiter le gluten déjà, et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre comme éléments intéressants. On fait une pause ? On fait une pause. Et donc, Julien, moi je voudrais revenir sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure au niveau de solutions éventuelles par rapport à l'élevage industriel. Est-ce que toi tu aurais des idées pour améliorer un peu les choses? Alors j'ai pas la prétention de pouvoir apporter des solutions à tous les problèmes de la Terre, mais c'est vrai que je réfléchis beaucoup à cette problématique. Donc je vais te demander ce que tu penses de mon idée personnelle. Moi je pense que quand on achète quelque chose en magasin, on fait un acte militant en fait. C'est exactement ce que disent d'ailleurs les végétariens et les végétaliens. Ils disent qu'il faut arrêter de donner de l'argent à ces gens qui nous vendent de la merde et promouvoir quelque chose qui est bon pour notre corps. Et ça, je suis vraiment d'accord avec ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Mais je me dis qu'effectivement, c'est bien de ne pas acheter de la viande issue d'élevage industriel, parce que c'est pas normal qu'on cautionne ce système qui est franchement anormal. Mais je me dis, si on ne cautionne pas ce système, qui c'est qu'on cautionne? C'est-à-dire, avec notre argent, qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir quelque chose de mieux, tu vois? Eh bien, j'ai tendance à me dire que quelque part, si on achète du poulet bio, de la viande bio, c'est pas parfait, c'est clair, mais on sait que dans la charte de bio, par exemple, les animaux ont une alimentation de meilleure qualité. Les animaux ont une durée de vie largement plus longue.
L'accès peut-être à peut-être un peu plus de pâture ou de choses comme ça. Voilà, ils ont plus de terrain, ils ont une vie qui est quand même moins affreuse que celle des élevages industriels qui nous vendent du bas de gamme. Et donc je me dis, quitte à faire quelque chose de militant, pourquoi ne pas donner de l'argent à ces agriculteurs qui essayent de promouvoir une agriculture un petit peu meilleure. Et peut-être que dans un futur, je rêve un petit peu, idyllique, ouais. Voilà, quand je serai vieux, si beaucoup de gens faisaient cette démarche de promouvoir le bio, on pourrait supposer que l'élevage industriel deviendrait rarissime et que par conséquent, il y aurait ensuite une nouvelle norme qui pourrait apparaître, au même titre que l'alimentation bio est apparue en réponse à l'élevage industriel. Il pourrait y avoir une nouvelle norme encore plus restrictive, peut-être encore plus chère, mais encore plus restrictive que le bio, dans laquelle les animaux vivraient encore plus longtemps, ils seraient encore moins nombreux par hectare, etc. Ils auraient une alimentation encore meilleure qualité et on se rapprocherait peut-être de plus en plus vers ceux qui seraient entre guillemets le plus proche de notre nature et le plus respectueux, quoi. Alors, moi je veux juste rebondir 2 secondes sur ce que tu viens de dire, déjà parce que je trouve la réflexion très pragmatique et très logique pour moi aussi. Après, ce qu'on va éventuellement nous reprocher, à toi et à moi, c'est oui, mais moi j'ai pas l'argent pour me payer de la viande bio ou du poisson bio, parce qu'effectivement ça coûte très cher. C'est clair. Donc moi ce que je dis souvent aux gens, c'est que dans des conditions de budget qui sont très limitées, c'est là que je conseille aux gens d'avoir une alimentation qui est très peu, qui contienne très peu en fait de viande ou de poisson. C'est exactement mon conseil. Voilà. Donc éventuellement acheter des œufs bio et consommer vos sources de protéines animales sous forme d'œufs bio, puisque ça reste quand même une denrée qui est relativement je crois qu'en matière de sources de protéines animales, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher, les œufs bio. Exactement. Si on fait le calcul, pour donner, pour ceux qui n'ont jamais fait le calcul, une boîte d'œufs bio qu'on achète en grande surface ou même dans un magasin diététique, disons que c'est grosso modo 2,20 € à peu près pour les 6 œufs, ça dépend des marques et ça dépend des endroits, mais bon, 2,20 € pour 6 œufs, un œuf entier c'est 7 grammes de protéines, ça veut dire qu'on a 21 grammes de protéines pour 1,10 €. 21 grammes de protéines, c'est à peu près l'équivalent d'un steak haché. Pour 1,10 €, c'est très difficile de trouver de la viande à ce prix-là. Donc c'est assez rentable, effectivement, c'est un bon conseil. Effectivement, moi aussi, je suis d'accord, je pense que quand on n'a pas les moyens, il faut essayer d'avoir une alimentation à tendance végétarienne. Je pense qu'en plus, on préserve sa santé et on préserve son budget, je ne vois pas d'autre solution. Parce que, et là-dessus, et c'est vraiment... Mais d'ailleurs, moi-même, personnellement, j'essaie de n'acheter effectivement que du bio pour la viande et le poisson, j'achète du poisson sauvage, j'évite les poissons d'élevage, mais c'est vrai que ça coûte très cher et je limite, effectivement, je suis obligé de limiter parfois parce qu'au niveau budgétaire, c'est compliqué pour tout le monde et effectivement, moi j'ai exactement les mêmes raisonnements, les mêmes logiques qu'on vient d'évoquer. Donc quand financièrement c'est compliqué, le premier poste que je réduis, c'est justement le poste de la viande que j'achète toujours biologique. Et effectivement, j'augmente mes rations par exemple d'œufs, etc. Moi je continue à consommer des protéines laitières, de la whey, etc. Mais ça c'est encore un autre sujet, un autre débat. Mais voilà un petit peu des conseils pratiques. Après Julien... moi j'avais une question qui m'est venue là en tête tout de suite. Alors tout de suite, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Je pense que c'est super important. Je me dis, toi qui as vraiment une expérience, je veux dire, tu fais du sport depuis combien de temps maintenant? J'ai 39 ans et j'ai commencé une pratique, on va dire, de haut niveau à 13 ans. Donc tu es plus matheux que moi, ça fait combien? Ça fait 20... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup et effectivement, même moi qui suis un petit peu sportif, j'ai pas ton expérience, c'est clair et net. Et moi je vois quand même sur internet, on n'en a pas parlé, mais il y a effectivement de plus en plus de sportifs un petit peu connus. Alors sur les réseaux sociaux, par exemple, qui ont leur page Facebook, qui postent des photos d'eux à moitié dans le miroir, on les voit pas trop, un petit peu floutés, etc. Mais qui ont l'air vraiment très musclés, qui t'expliquent qu'ils font des séries de squats avec des charges colossales, je veux dire, qui sont vraiment des choses abominables. Et puis ensuite ils t'écrivent: aujourd'hui j'ai mangé du jus de carotte et des graines de lupin. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense tout de suite à quelqu'un qui cartonne bien sur internet en ce moment, c'est Franck Medrano, je pense que tu dois connaître un petit peu. À ton avis, est-ce que c'est possible donc d'être végétarien et d'avoir des performances comme ça qui sont... Alors, les gens viennent même me demander, est-ce que c'est pas le végétarisme qui les rend aussi forts? Alors,
question encore une fois d'éthique. Le problème d'Internet, c'est que d'une part, on ne peut pas vérifier en fait exactement les dires d'une personne. Demain, je peux très bien vous dire que je suis végétarien parce que en discutant avec mon ami Julien, j'ai eu une prise de conscience. Rentrer chez moi et manger 8 steaks, il n'y aura personne pour le vérifier. Je peux également, parallèlement à ça, vous poster une vidéo ou une photo sur mon Facebook avec une barre chargée à 400 kg et vous dire que j'ai fait des séries de 10 en squat ou en développé couché. Encore une fois, ça sera votre parole contre la mienne pour dire que je vous raconte des conneries et que c'est impossible. Bref, pour en revenir à Franck Medrano, ce que je trouve intéressant dans le discours, c'est effectivement de dire, moi j'ai une certaine alimentation qui est végétarienne ou végétalienne, je ne sais plus exactement Franck Medrano. Et Franck Medrano, c'est quelqu'un qui fait des choses un petit peu spectaculaires sur les barres fixes, il fait du street workout, du calisthénique, de la musculation au poids de corps. Et vraiment, il a un physique, on va dire, extraordinaire et des performances qui sont extraordinaires. Le problème, c'est est-ce qu'il n'utilise pas des produits qui sont également extraordinaires derrière, en l'occurrence stéroïdes anabolisants ou des choses comme ça. Je n'accuse personne, je dis simplement que ça porte sujet à réflexion, à caution, et qu'il faut juste faire attention à ce qu'on nous raconte sur Internet. Ce qui n'enlève rien aux performances de Franck Medrano, bien entendu, puisque je rappelle que Lance Armstrong est passé pendant plus de 10 ans au travers de tous les contrôles antidoping et que c'était un des athlètes les plus dopés de la planète, puisqu'il l'a reconnu, et maintenant il doit des centaines de millions de dollars à Nike, etc. Bref, ce qui est important, voilà, c'est de bien garder ça en tête. C'est marrant parce que moi ça me fait penser à un entretien que j'ai eu récemment avec une dame qui s'appelle Tati Lawyers, qui écrit des livres en fait en Belgique, qui est spécialisée en naturopathie et tout ça, et qui connaît vraiment très bien la nutrition. J'étais fort content de la rencontrer. Et donc comme c'est une dame d'un certain âge par rapport à moi, elle a aussi beaucoup plus de background, comme on dit, au-delà de l'Atlantique. De recul pour la traduction. Merci Christophe. Et elle, en fait, elle a connu beaucoup de leaders en fait, du mouvement crudivore en fait, aux États-Unis. Et elle expliquait qu'il y en avait un dont j'ai oublié le nom malheureusement, était crudivore et vraiment avait une grande communauté, etc. Et en fait, avait raconté un jour qu'en fait, la nuit, il se levait pour manger des barres chocolatées et des saloperies dans son frigo, en fait, toutes les nuits. Et c'était... D'ailleurs, bon, lui, ça n'avait pas l'air de le gêner d'avouer ça, mais bon, c'est vrai que c'est marrant, quoi, en tout cas. Moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que je voudrais dire, c'est que moi, tous les végétariens que j'ai rencontrés m'ont tous avoué qu'en cachette, c'est pas vrai, régulièrement, ils consommaient un petit morceau de viande, etc. Et qu'il fallait surtout pas que ça se sache, parce que ça ne serait pas compris par leur entourage, par leur famille, par leurs conjoints, par leurs proches, etc. Ça me pose un problème d'ordre d'éthique et de conscience. Moi, j'ai rien contre les gens qui sont végétariens. Bon, moi, pour équilibrer le discours, j'ai jamais rencontré de végétarien dans ce cas-là. D'accord, et ben voilà, tant mieux. On est à 50-50. Exactement, tant mieux. Mais voilà, c'est important de le... Ou alors ils ne l'ont pas dit, remarque. Mais... Voilà, mais c'est important pour moi de le préciser. Moi, je trouve très bien les gens qui assument totalement leur démarche. Pour moi, et pour reprendre un petit peu la question qu'on a évoquée juste avant, moi, un culturiste qui me dit je mange très correctement, je mange ceci, cela, et je m'injecte 4 ou 5 doses de stéroïdes anabolisants, et qui me regarde dans les yeux et qui me dit parce que mon sport nécessite ça, j'ai pas de problème avec ça en fait, Julien. Oui. J'ai des problèmes avec les gens qui me disent je mange de la farine de lupin, je mange des graines de tournesol et je suis naturel en faisant 4 fois en fait la taille d'un individu normal. Ça me pose un petit peu plus un problème. Je crois aussi que dans certains cas, pour certaines personnes en tout cas qui ont utilisé le dopage dans le milieu de la musculation notamment, ils l'ont fait à une certaine période de leur vie. Oui. Ensuite, il y a eu peut-être une prise de conscience aussi, tu vois, par rapport à leur mode de vie qui n'était pas sain, peut-être ils mangeaient pas bien et en plus ils s'injectaient des produits et ils ont changé un petit peu radicalement et donc du coup ils ont conservé quand même quelqu'un, bon on sait que certains produits, si ça se passe bien, on conserve une bonne partie des acquis et en changeant l'alimentation, effectivement, ça va maintenir des performances et un physique qui sort de la norme. La bêtise, c'est de croire que le physique est lié à ce qu'ils mangent maintenant, alors absolument, que c'est lié au passé.
pense que tu es bien placé pour savoir que se forger un physique ou des performances physiques, c'est des années d'entraînement. C'est pas juste 6 mois de nutrition. Non, complètement. Voilà, même si on peut changer son corps très vite, il n'en reste pas moins qu'à un certain niveau, c'est de la rigueur. Mais d'ailleurs, ce qui est important, c'est que plus le physique est forgé rapidement, plus il régresse rapidement. Ouais. Plus le physique est forgé lentement, moins il régresse rapidement. Donc il y a une vraie mémoire en fait du corps, une vraie mémoire au niveau musculaire. Donc ça c'est vachement important, même si c'est un peu hors débat sur la notion de végétarien, végétalien. Julien, j'ai une dernière question là qui me vient en tête. Qu'est-ce que la viande ou les produits animaux apportent que n'apporte pas par exemple une alimentation végétarienne ou végétalienne? Est-ce qu'il y a des conseils de bon sens à utiliser quand on est végétarien et végétalien pour éviter des carences en micronutriments, etc. quoi. Alors comme tu le sais, moi en tant que grand scientifique avec mes petites lunettes, je regarde toujours les études. Et les études, elles montrent que globalement, chez les végétariens et les végétaliens, il y a certains déficits qui sont beaucoup plus présents que chez les omnivores. Et ces déficits-là, c'est la vitamine B12, le zinc, le fer, les acides gras oméga 3 à longue chaîne, on trouve effectivement que dans les graisses animales. Et ensuite, il y a d'autres substances qui sont beaucoup moins étudiées et qui sont spécifiques en fait aux produits carnés et qui donc potentiellement manquent dans l'alimentation végétarienne. Il y a la créatine par exemple qu'on trouve en petite quantité dans les produits carnés, hein, c'est environ 1 g par 250 g de viande ou de poisson. Maintenant la question c'est quelle est la conséquence? La conséquence a été testée dans quelques études. Quand on donne de la créatine en complément alimentaire à des végétariens et à des omnivores, et bien chez les végétariens ça améliore la cognition, c'est-à-dire la réflexion, la mémoire, les paramètres psychiques et diminuerait potentiellement la dépression. Alors que chez les omnivores ça a peu d'effet parce qu'ils ont déjà suffisamment de créatine. Dans la viande on trouve aussi de la carnitine. On sait que la carnitine aurait un effet protecteur au niveau cardiovasculaire. Mais bon là il y a assez peu d'études pour savoir vraiment quel est l'impact à long terme de ce déficit. Il y a aussi de la taurine qu'on trouve dans la viande. Alors la carnitine et la taurine ne sont pas essentielles, et la créatine non plus d'ailleurs, c'est semi-essentiel, c'est-à-dire qu'on en synthétise une partie dans notre corps, mais on est censé aussi en avoir une partie via l'alimentation. C'est pour ça qu'on dit que c'est semi-essentiel, et c'est pour ça qu'on voit pour la créatine qu'il y a un bénéfice à en prendre en supplémentation. D'accord. Surtout chez les végétariens. Donc c'est aussi les gens chez qui, s'ils font du sport, ils auront le plus de bénéfices à prendre de la créatine. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc la vitamine B12, prendre un complément alimentaire de vitamine B12 c'est obligatoire si on a ce genre d'alimentation. Je crois que c'est à peu près tout. La taurine, on ne connaît pas vraiment non plus les effets délétères à long terme de ça. On suppose que peut-être pour les enfants, les mères qui allaitent, c'est peut-être pas très bon pour le développement cérébral des enfants, mais il y a assez peu d'études. Et puis pour finir, un conseil important je pense, c'est d'essayer de limiter la consommation d'antinutriments dans le régime végétarien et végétalien. Alors le gluten peut être considéré comme un antinutriment, mais on en a déjà parlé. Mais il y a aussi dans les céréales et légumineuses des substances comme les lectines, l'acide phytique, etc. qui sont en fait des substances qui permettent à la plante de se défendre des agresseurs bactériens ou autres, même climatiques. Et donc en fait ces substances-là au niveau du tube digestif, elles bloquent l'absorption des minéraux, elles irritent la paroi intestinale, elles favorisent une augmentation de la perméabilité, ce qui est aussi un facteur de risque de maladie auto-immune. Donc on a beaucoup à gagner en limitant ces phénomènes. On ne peut pas les supprimer complètement, mais on peut limiter fortement en faisant germer ces aliments, en les faisant tremper 24 heures avant de faire cuire ses légumineuses par exemple, ou son riz complet. Ça permet quand même de diminuer significativement. Alors c'est pas totalement, mais c'est déjà pas mal. Je pense qu'en suivant tous ces conseils, on peut arriver à une alimentation végétarienne assez qualitative. Pour les acides gras oméga 3, dernière précision, parce que c'est important surtout pour les femmes qui allaitent, si on veut absolument rester dans le végétarisme strict, c'est-à-dire végétalisme, aucun produit animaux, dans ce cas il existe des compléments alimentaires d'oméga 3 maintenant qui sont tirés d'algues, à longue chaîne, de DHA, qui est très important pour le développement cérébral de l'enfant. Donc c'est plutôt bien d'y avoir recours au moins pendant la grossesse et puis pendant l'allaitement. Je pense que comme ça on peut réussir à avoir une alimentation végétarienne, végétalienne. Optimale et de bonne qualité, quoi. Voilà. Bon, mais c'est pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Tu as quelque chose à rajouter pour le non, j'espère qu'ils ne se sont pas endormis parce que c'était long notre discussion.
Et en même temps, on a dit beaucoup de choses qui me semblent intéressantes. On a essayé de répondre justement à des questions qui reviennent de façon récurrente, soit sur le site de Julien, soit sur mon propre site, sur nos Facebook respectifs. Oui, alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux auditeurs pour retrouver tes conseils, tes diététiques, tes conseils d'entraînement Ah bah alors le mieux pour ça, c'est d'aller sur mon site internet www.christophe-cario.com. Il y a des blogs comme sur ton propre site internet, voilà, qui parlent aussi bien d'entraînement, gestion des problèmes douloureux, gestion de la posture, musculation et également des conseils nutritionnels. Et si vraiment on veut aller plus loin, j'ai des livres, notamment CTS Nutrition ou mon coffret CTS Santé, Performance et Esthétisme qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ok. Voilà. Et toi, Julien, l'adresse de ton site? J'attends, je regarde le nouveau coffret, là je ne l'ai pas encore. L'adresse de mon site, je pense qu'on va le mettre sous la vidéo. Sinon, moi, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a principalement 2 livres, hein, Gluten, pour ceux qui veulent tout savoir sur les maladies auto-immunes, le gluten, etc. Que je vous recommande absolument, au moins pour se poser les bonnes questions sur les pâtes, le pain, etc. Voilà. Merci Christophe. Mais de rien. Et sinon, mon livre sur l'alimentation paléo. D'accord. Voilà, si on veut retrouver toutes les références sur toutes ces choses-là, c'est disponible là-dedans. Que je vous recommande également, justement pour avoir une vision, on va dire, scientifique et synthétique de l'alimentation paléo. Bon, à bientôt et à une prochaine. Salut Christophe. Et salut Julien, salut les internautes et à bientôt. Salut.